Donc bonjour à tous, bienvenue pour une promenade d'une heure environ dans les usages 3D avec Dr Joubeau et Dr Ronceret, tous deux passionnés par le numérique, tous deux utilisateurs de 3D, caméra d'empreinte et imprimante 3D. Là, le Web Atelier du numérique est co-organisé, hein, donc c'est la première édition du Web Atelier, il y en aura peut-être d'autres, hein, est co-organisé avec la personne que vous voyez en haut à gauche ou à droite, enfin, je ne sais pas, donc Florian Berthelot de la société F3DF. Bonsoir à tous. Donc Florian, qui est un acteur majeur en impression 3D, formation, sélection produits, accompagnement. Et grâce à Florian, outre la logistique dont il est aguerri, nous allons suivre tout un flux numérique 3D de bout en bout pendant 7 heures. Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Une courte introduction. Qu'est-ce qui change aujourd'hui dans le numérique? On est tous dans le numérique depuis les années, enfin, tout dépend de l'âge de chacun, les années 80-90. On a commencé par un capteur intraoral qui correspondait à l'informatisation d'une fonction existante. Avec le capteur, on informatisait la radiographie, enfin la prise de la radiographie, donc on informatisait une fonction existante. Aujourd'hui, on a une autre représentation du numérique qui nous permet d'aller vers de nouvelles options de travail, de nouvelles organisations, de nous projeter dans une nouvelle prise en charge patient. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Dr Joubeau et Dr Ronceret, qui vont nous montrer comment ils se servent au quotidien du numérique. Donc, ce n'est pas un numérique par exception, c'est un numérique du quotidien pour aller vers des nouvelles pratiques de travail. Donc, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans le numérique? Se former, il y a une intensité de formation parce qu'on veut découvrir de nouveaux protocoles. Donc, on sait qu'on va peut-être modifier notre manière de travailler pendant notre carrière. Hein. Donc, le rapport à la formation est différent. L'intégration numérique, est-ce que ça change? On parle d'intégration depuis longtemps. Hein, des constructeurs ont proposé des systèmes intégrés depuis plusieurs années. Hein. Mais ce qui change, il nous semble, ce qui change concerne 3-4 thèmes. C'est cette manière de rechercher aujourd'hui, plus qu'avant, une intégration ouverte, libre, modulaire, adossée à une diversité de modèles économiques. Dr Ronceret nous parlera d'un modèle économique qui convient à sa pratique, mais d'autres modèles peuvent convenir à votre pratique. Donc, c'est la recherche d'une intégration avec des modules adossés à un modèle économique. Il y a des nouveaux outils de fabrication qui peuvent arriver en cabinet. Dr Joubeau nous parlera de son expérience en impression 3D. Et ça relance le périmètre. Peut-être que le périmètre prothésiste, cabinet dentaire, change, le curseur change au regard de ces nouveaux outils de fabrication. Et le quatrième élément qui nous semble, à nous numériques, encore plus important, c'est la représentation qu'on se fait de son métier. Son métier n'est pas seulement l'application de ce qu'on apprend à l'école, moyennant quelques modifications, c'est au regard de la formation, des échanges, et nous, avec les ateliers du numérique, on s'y emploie, parce que c'est comme ça qu'on en tire aussi un intérêt de tous les jours, c'est changer sa représentation et penser que le numérique va justement nous projeter dans de nouvelles pratiques, dans une nouvelle prise en charge patient. Donc voilà, ce qu'on souhaitait aujourd'hui avec Dr Joubeau, Dr Ronceret et Florian de F3DF, c'est vous montrer un flux total, un flux modulaire, libre, quotidien, de manière à ce qu'on puisse se projeter dans des nouvelles pratiques. Alors, quelle approche pédagogique on a choisie? Quelques PowerPoint de présentation, mais surtout un live, donc sans filet. Dr Joubeau, Dr Ronceret vont en live nous présenter l'utilisation de leur logiciel d'imagerie et de modélisation. Il me semble que Dr Joubeau, à un moment donné, va prendre un fichier de modélisation pour faire une préparation dans le logiciel d'impression 3D. Hein, donc, on va suivre toute cette chaîne de travail. Et le chat vous permet de poser des questions auxquelles on répondra à la fin de ces 3 moments, de ces 3 parties d'exposé, de manière à respecter l'enchaînement de travail de chacun. Donc, le Web Atelier s'organise autour de 3 parties. On va essayer de respecter un certain timing, même si on n'a pas de contraintes, hein, sauf notre intérêt pour le Web Atelier. Donc, chaque partie devra durer, on va dire, 20-30 minutes.
manière à ne pas trop dépasser l'heure. Et on va commencer donc par Dr Joubeau qui va nous parler, donc là, Dr Joubeau se prépare, va nous parler des apports 3D au travers de quelques cas qu'il a sélectionnés. Pas seulement des cas de chir, mais on verra la diversité de l'application 3D. Le relais sera pris, bien sûr, par Dr Emmanuel Ronceret, qui va nous montrer toute une chaîne totale, la 3D, la caméra d'empreinte, la fusion, les automatismes de logiciels et jusqu'à la modélisation de guides, et montrer en quoi c'est pas seulement chaque maillon qui peut donner une performance, mais c'est cet enchaînement fluide de séquences qui donne à la fois une fluidité dans l'organisation du travail. Et Dr Ronceret nous parlera également de l'apport du numérique pour fiabiliser, aller vers des nouvelles pratiques de soins. En troisième partie, la société F3DF prendra la main pour nous faire un exposé de synthèse sur les apports de l'impression 3D et les nouvelles avancées, parce que dans ce domaine, il y a des avancées continues, des nouveaux matériaux, des process simplifiés, etc., qui peuvent vous intéresser si vous souhaitez intégrer cet élément dans votre pratique. Donc, nous donnons la parole, ou plutôt Dr Joubeau prend la parole, c'est mieux, concernant l'apport 3D dans sa pratique quotidienne. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, on va tout de suite commencer. On va lancer. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Donc, la 3D, pourquoi on l'utilise, pourquoi on va utiliser la 3D plutôt que la 2D, qu'est-ce que ça va nous apporter en plus. On va prendre trois domaines, trois exemples. Donc le premier en pathologie, le deuxième en paro et le troisième en endo. La radio 3D, c'est un élément qui va nous permettre d'explorer nos images de façon un petit peu plus dynamique que ce qu'on faisait avec la 2D. La 2D, en fait, on va être face à une image qui est figée, où on a une superposition de tous les plans sont confondus, sont écrasés les uns sur les autres, et on va essayer, on nous a appris à la fac à essayer de deviner, à changer l'angulation, à essayer d'interpréter certaines lignes, certaines superpositions. En fait, la 3D va nous permettre de nous affranchir de tout ça, de pénétrer à l'intérieur des corticales, d'aller voyager dans les volumes et de tourner autour du sujet de façon à voir les éléments de façon objective et non pas subjective par interprétation. Donc en pathologie, on va, au niveau des réglages de notre appareil, on va essayer de favoriser une adaptation de la distance du champ, de la grandeur du champ, en respectant bien sûr les principes ALARA de moindre exposition de notre patient. Le mode de la résolution va être de 180 microns et on va sélectionner des coupes là relativement épaisses pour nous qui vont aller en inférieur ou égal à 1 mm. Les coupes qui sont supérieures à ça, c'est les coupes qu'on a l'habitude de voir sur les cone-beam ou scanners des ORL et qui sont pour nous un petit peu plus difficiles à interpréter. Si on prend cet exemple d'une panoramique, donc là, la symptomatologie était au niveau de la dent 25, mais ce n'est pas le sujet. Là, si on explore un petit peu cette radio, on va regarder un petit peu tous les éléments et on va se rapprocher au niveau de la 11 et on peut voir qu'on a une image qui… voilà, on a une image avec un contour, avec une radio-clarté assez diffuse. Bon, si on grossit un petit peu, on voit qu'effectivement, mais alors est-ce que ça, c'est l'émergence du canal palate antérieur? On sait, bon, on a cette image qui peut nous laisser un doute. Voilà, les contours, si on dessine, ben, on va tracer ce contour approximatif. Et maintenant, si on
regarde notre radio 3D, ben, on a une image qui est absolument objective et effectivement, elle était, superposée avec la racine, donc on est relativement masqué et là, on n'a plus de confusion du tout des différents plans. On voit très bien nos structures, bon, il y a un tissu mou, la corticale, la dent elle-même et voilà, l'étendue de la lésion. Bon, là, on la voit que dans ce plan-là. On pourra éventuellement, si on recherche en dynamique, aller explorer dans les différents plans pour, en définir les contours. Bon, là, on peut diagnostiquer que notre fêlure, elle se trouve, par ici. En paro, on va favoriser, la sélection de champs plus vastes. On va essayer d'englober si possible la totalité de la bouche avec un champ de 10 par 10, c'est en général suffisant. On va sélectionner également une résolution de 180 microns et on va préférer des épaisseurs de coupe plus fines à ce moment-là pour avoir vraiment plus de détails et effacer toute superposition. Le cliché radiologique de référence jusqu'à maintenant, c'était le Status. Bon, le Status est toujours, bah, on est toujours coincé dans cette histoire de 2D où on a des plans qui sont confondus et on va devoir interpréter les différentes images. Là, la 3D va nous permettre en paro un peu ce que pouvait nous révéler le charting paro, cet acte fastidieux qu'on va réaliser avec, si possible, quelqu'un qui va vous aider sous la dictée pour noter les différentes profondeurs de poche. Bah, là, on les a toutes d'un coup, d'un seul coup d'œil et on peut, voyager dedans, se déplacer et les révéler. Par exemple, sur ce cas-là, où on a, une symptomatologie, sensibilité à la pression, sensibilité au froid dans le secteur 2 en haut à gauche. Bon, on voit effectivement sur la radio 2D qu'on a déjà une alvéolyse en distale de cette dent-là. Maintenant sur la 6 et effectivement, heu, on voit pas grand-chose, on a une superposition des plans. La radio était pourtant prise avec un angulateur, mais l'angulation, elle est pas toujours évidente à obtenir, bah, parce qu'on a des contraintes patients, réflexes nauséeux, petite bouche, ils acceptent pas toujours. Heu, Dans ce cas-là, la radio, 3D va nous permettre, bah, de voir la dent de profil et on voit que sur la dent, 26, ben, la lésion de furcation, elle est évidente et on a également une ouverture au niveau de la face palatine, de la racine palatine. En endo également, alors là, on va préférer, sélectionner des champs plus réduits de 5 par 5 pour une à 3 dents. On va essayer d'augmenter la résolution, on peut, descendre jusqu'à 90, maintenant on peut jusqu'à 75 aussi et avec des épaisseurs de coupe encore plus fines. On va essayer de descendre en dessous de 500 microns. Alors sur cet exemple-là, on avait une symptomatologie sur une dent 23. Sensibilité vague, un peu à la percussion, la dent était discolorée et une sensibilité à la palpation au niveau vestibulaire. Si on regarde la radio 2D par rapport à ce qu'on nous avait appris, donc on voit très bien qu'effectivement on a une calcification ou alors une densification dans la partie, apicale et non pas dans la partie coronaire de la dent. Donc on pourrait, penser à l'existence d'un dédoublement canalaire éventuellement. Heu, alors, vous nous avez appris aussi à excentrer, l'axe, mais bon ça, c'est toujours en tout cas encore une interprétation et c'est pas toujours évident à voir ou à faire. Si on compare par rapport à la radio 3D, donc là on va vraiment voir notre dent de profil. On voit déjà qu'on a, donc une densification. On n'a pas 2 canaux, on a un seul canal, qui est central ici. Bon, l'étiologie de la calcification, je l'ai pas encore, mais de toute façon, il fallait qu'on traite cette dent-là. L'avantage également, qu'on a à voir notre dent de profil par rapport à ce qu'on savait avant, c'est que, ben, pour l'ouverture de chambre, on sait également exactement où on va pouvoir se limiter pour être, le plus économe possible de tissu et on sait que, bah, notre canal, on va aller le chercher, au centre et pas dans un des angles
de cette chambre-là. Donc après, l'acte, il a été mené de façon conventionnelle. Alors évidemment avec des radios 2D parce que la 3D en paire opératoire, c'est pas infaisable, mais ça reste quand même un petit peu compliqué à mettre en œuvre, même si de temps en temps, bah, ça rend bien service quand on bute sur une recherche d'entrée canalaire, heu, quand on ne trouve pas, quand on a du mal à se situer. Hem, Vaut mieux à ce moment-là, ben, déposer le champ, repartir, à la 3D, c'est enfin la ch toutes les fois où j'ai eu à le faire, ça m'a quand même fait gagner du temps et j'étais bien content d'avoir pu l'appliquer. Si on reprend sur un autre exemple, la 3D va nous permettre de voir, les dents sous les différents angles. Alors on parlait de l'utilisation, dynamique. Pour la recherche du canal MV2 sur la première molaire maxillaire, par exemple, donc sur cette 26, hem, donc on va positionner, nos plans, qu'on va centrer sur la racine mésio-vestibulaire et on va orienter après nos coupes, dans le prolongement de la racine et les faire évoluer pour, mettre en évidence, la présence ou pas de ce deuxième canal. Donc là, on voit en coupe, coronale qu'on a, effectivement une lumière canalaire, en MV2 ici et on peut même arriver à objectiver la présence, voilà, des 2 canaux à ces endroits-là. Alors c'est facile, c'est plus facile de le voir quand on l'utilise de façon dynamique en faisant bouger le plan de coupe dans le sens mésial à distal, que sur une image figée comme celle-là. Hem, Quelques conseils d'utilisation. Donc on disait de ne pas hésiter à utiliser, son logiciel de façon, dynamique avec le curseur pour déplacer les plans de coupe, pour faire bouger les images, les faire tourner. Également, de pas hésiter à retoucher aux réglages, de luminosité et de contraste, pour éventuellement essayer d'absorber ou d'effacer certains artefacts liés à la présence de masses métalliques un peu imposantes, sur les dents voisines. Il faut également, heu, faire attention à bien placer stratégiquement sa courbe. C'est la courbe que l'on trace pour, reconstruire l'image panoramique que l'on voit ensuite sur la alors je vais essayer de vous montrer. Hem, je vais le ramener sur cet écran-là. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Ouais, OK. Donc, donc cette courbe, qui est, la fameuse courbe que l'on trace, donc surtout sur les champs qui sont réduits, à ce moment-là, il faut pas hésiter, éventuellement à la reprendre, à la retracer suivant ce que l'on veut objectiver. Là, en l'occurrence, on va essayer de voir au niveau de notre canal, de notre racine mésiovestibulaire, donc on va reprendre la courbe et on va vraiment la faire passer, voilà, par cette racine-là, de façon à après, à arriver à voilà, centrer, notre coupe. Alors ce qui est intéressant, c'est de se mettre en coupe oblique, donc on va reprendre l'image qui est ici, on va recentrer dessus, voilà et on va ensuite, voilà et faire tourner nos plans de façon à voir sur les différentes images ce qu'on peut, arriver à obtenir, voilà. Là, clairement, voilà, on va voir qu'on a vraiment une lumière canalaire qui est fine, mais qu'on arrive à voir quand même. Alors attendez, je vous demande un petit instant parce que je suis voilà, je reprends, voilà. Donc position stratégique de la courbe sur les petits champs et également, bah, utiliser aussi nos outils de mesure, qu'on a à disposition. À savoir, ben,
la flèche, les instruments, les éléments pour mesurer, bah, c'est toujours intéressant quand on va commencer une endo, de savoir, voilà, quel type de lime on va pouvoir, sélectionner. Si on a des limes de 21 ou de 25, ça permet à l'avance déjà de savoir, quel matériel on va pouvoir, utiliser. Il y a bon, la banque d'implants, ça c'est pas le sujet de la présentation puisque on va en parler après. Voilà, on arrive à la fin. On pense à la radio, à la 3D, donc l'idée c'était de se dire ne pas penser à la radio 3D que pour l'implanto. Et bah, quand on a un papa qui est dentiste et qu'on se fait une fracture de l'humérus au foot le samedi en fin d'après-midi et qu'on se demande si on doit aller aux urgences ou pas, bah, on va placer le bras du fiston dans le cone beam. Alors il y a des petites astuces, on n'arrive pas du premier coup. Mais bon, ben, quand on voit ça, on se dit que, bah, on a droit à aller aux urgences et puis, voilà, c'est une petite entrée en matière. On arrive avec ça, on montre ça au radiologue et puis ça permet de discuter de façon sympathique avec le radiologue aussi. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour. Ça nous emmène loin la 3D. Oui, oui, J'avais oui. coupé mon micro, excusez-moi. Merci, docteur Joubeau, pour cette première étape, les apports de la 3D. Nous allons avancer donc dans le flux de travail et docteur Ronceret va prendre le relais pour nous montrer une chaîne de traitement, une séquence de traitement 3D, empreinte, fusion. Je n'en dévoile pas plus. Bonsoir à tous, merci d'être là. Oui, je vais vous présenter ce soir une présentation sur toute une chaîne de guides. Alors, hop, est-ce que vous avez bien... Voilà. Voilà. Toute une chaîne, toute une séquence depuis le diagnostic, le premier diagnostic, jusqu'à la pose d'implant et jusqu'à la pose de couronne implantaire, tout en numérique. Donc, je vous présente, voilà, je suis praticien à Paris, je suis passionné par la nouvelle technologie et ça fait une dizaine d'années que j'utilise le 3D maintenant. Au départ uniquement numérique, et puis une bonne année, la caméra d'empreinte qui a changé un peu ma pratique. Premièrement, donc le guide implantaire, on va réaliser un premier, je vais vous présenter le patient. Voilà un monsieur, 65 ans, bonne hygiène, qui a eu pas mal de soins dentaires depuis de nombreuses années. Et qui se présente, donc j'ai réalisé déjà quelques soins en haut, des soins implantaires, et il se présente avec un problème au niveau de sa 46. Après une première dépose du bridge, on peut visualiser que la 46 est cassée au niveau de la zone interclaviculaire et qui donc nous amène à son extraction. J'ai réalisé un bridge de 43 jusqu'à 47 en provisoire pour ne pas le laisser édenté, qui étaient 2 couronnes qui étaient à changer aussi, et réaliser l'extraction de cette 46. J'ai laissé cicatriser plusieurs mois, l'ordre de 3 mois. Et à la suite de quoi, excusez-moi, voilà, on retourne sur la mise en lumière de la fracture, à la suite de quoi j'ai réalisé un deuxième scanner pour la mise en place des implants. En parallèle de cette scanner, j'ai réalisé une empreinte avec ma caméra d'empreinte sans le bridge et avec le bridge provisoire. Petite chose importante, lorsqu'on réalise un scanner pour faire cette réalisation de guide, important de prendre un scan complet du bras, parce que vous verrez le matching, donc la superposition entre l'empreinte et le scanner ne peut se faire que sur arcade complète en bas. Pour l'empreinte, elle peut être partielle, c'est suffisant, il lui faut 6 dents adjacentes pour être opéré.
On va, je vais vous le faire en direct, superposer l'empreinte sur le scanner, mettre en place 3 couronnes fictives et choisir 3 implants. 3 implants pour remplacer les 3 dents manquantes. Je vous expliquerai pourquoi je choisis 3 implants. Et ensuite, on va passer à la dernière étape, enfin une étape supplémentaire qui est la préparation du guide implantaire via Blue Sky Plan. Donc, on va passer voilà, sur le scanner post-extractionnel à 3 mois. On retrouve donc nos vestiges d'alvéoles de la 46, la 45 et la 44. Donc, premièrement, je vais matcher, c'est-à-dire superposer. Grâce au logiciel CS3D, on a pris l'empreinte et tout est lié, tout l'environnement est lié. On va aligner les modèles. Pour aligner les modèles, donc j'en avais pris plusieurs. On va prendre ce modèle-là, qui est le post-extractionnel. Et automatiquement, il s'aligne. Voilà, ça demande quelques secondes. Il va prendre ses repères. Il va prendre ses repères et l'aligner. Il va apparaître en vert sur notre scanner. En cas d'erreur, on peut l'aligner manuellement. On a deux images qui se mettent et on clique droite-gauche pour personnaliser les points et ils se superposent. Lorsqu'on a beaucoup d'artefacts, ça peut être nécessaire. On retrouve ici même notre ligne qui correspond à notre empreinte. Ça nous permet de modéliser la hauteur gingivale et on vérifie au niveau des dents antérieures, on voit malgré les artefacts une bonne adaptation. Donc, notre modèle est bien positionné, on le retrouve en bas à gauche. Deuxième étape d'après, moi je positionne toujours des dents pour faire une sorte de wax-up numérique. On va se positionner au niveau de la 44, à peu près ici. On est aidé ici parce que j'avais fait le scanner avec le bridge provisoire. Et là, on choisit 44, hop, et elle vient se positionner. On peut modifier, objectiver la position, la taille, on peut tout faire. Voilà, on va dire qu'on va le faire relativement rapidement, mais oui, on est pas mal. On va faire la même chose sur la 45. Voilà, hop, 45, voilà, qui est un petit peu plus grosse, on peut la diminuer. Alors, soit on joue en coupe, soit on peut jouer sur, sur le modèle reconstruit ici. Et on va se positionner en 46. Voilà. Moi, j'aime bien faire ce petit wax-up pour pouvoir calculer mon émergence d'implant, savoir dans le cas où je fais du transvissé, ce qui va être dans le cas présent fait, pour objectiver ma sortie de puits implanté. On va maintenant positionner les implants. Donc les implants, moi j'utilise l'implant Dentsply Astra EV parce qu'il faut une boîte spécifique pour la chirurgie implantaire. La boîte de chirurgie implantaire, donc Astra EV a une boîte avec des forêts spécifiques et une petite bague qui coulisse le long de votre forêt. Donc le principe, c'est qu'il y a une bague dans le guide, on positionne la bague, on fait tourner et on est parfaitement embuté dans l'axe et en profondeur et en dimension 3D. Donc Astra EV a ce modèle. Donc on va positionner les 3 implants. On va se mettre ici. Hop. Voilà, on ébauche à peu près l'axe ici et on peut choisir. On va prendre un 9 par 3,6 pour une prémolaire, ce qui est suffisant. Je ne peux pas mettre beaucoup plus large parce que on a les corticales assez fines et l'extraction de ce bridge était assez ancienne. On peut aussi de manière préalable dessiner le nerf alvéolaire inférieur avec ce système d'imagerie assez simple pour se sécuriser parce que sur certaines coupes, c'est pas tout à fait. Voilà, on le retrouve ici sur la coupe. On est à distance, il n'y a pas de souci.
Pour la 45, pareil, je sélectionne mon implant. Ça me donne même l'angulation, vous voyez. Voilà. Hop, pareil. Donc, on retrouve sur la regression 3D la sortie de mes implants. Et comme par hasard, grâce aux couronnes, le wax-up numérique, on retrouve qu'on est parfaitement au niveau des faces occlusales centrées, ce qui est une bonne augure pour, si on va faire de la transvissée. Sur la 46, on positionne notre implant. Voilà, on est plus court mais plus large. On va positionner, voilà, un 4, 6, 8. Pareil. Voilà. Ensuite, voilà. La pose d'implant est déjà quasiment finie. On a retrouvé nos 3 implants, nos 3 couronnes. On modélise. Une fois qu'on a vérifié tous nos paramètres, voilà, le travail de la pose d'implant, de la réflexion implantaire est fini. On a vu nos éléments anatomiques, nos parallélismes, nos couronnes. On est guidé par le choix prothétique qui en découle le choix implantaire avec les problèmes d'anatomie. Et grâce à ce logiciel CSD 3D, nous avons un lien direct avec Blue Sky Plan. Vous voyez en bas à gauche, il y a une icône. Et ça va exporter toutes ces informations, figer les implants, et on ne pourra ne travailler que sur le guide. Alors, on va appuyer, ça va mettre quelques instants à s'ouvrir, c'est un logiciel un petit peu important, mais vous allez voir, c'est très pratique. Donc, pendant que ça s'ouvre, moi, j'ai acquis la caméra il y a une bonne année, avec beaucoup de relations avec mon prothésiste, Emmanuel Lambert, qui en a beaucoup d'échanges. Et il y a 18 mois, il m'a dit ce serait pas mal d'y aller, moi je suis prêt. Et donc on est partis ensemble dans cette aventure 3D, parce qu'il faut avoir quand même bien aidé au départ, pour les matériaux, pour les empreintes, pour les plateformes. Mais avec un environnement et d'aide de numérique aussi, ça se passe très bien. Que ce soit pour la prothèse conventionnelle ou la prothèse guidée qu'on va faire. Donc on va travailler, on a ici Blue Sky Plan qui s'est ouvert. On va travailler sur uniquement la coupe reconstruite. La coupe reconstruite qu'on a ici. Alors, chose importante, on va déjà, tout ce qui est les artefacts, tout ça, ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est l'empreinte. L'empreinte qui est en vert et absolument pas. Donc, on va choisir la surface et on va ne voir que l'empreinte. Voici ce qu'on va travailler. On voit les 3 implants positionnés ici avec les cadenas, c'est-à-dire qu'on n'y touche plus. On a déjà fait la réflexion sur les implants, ils sont posés parallèles comme on veut, à distance, exactement comme on souhaite. On va passer, alors il y a un mode assistant de démarrage qui est un mode un peu rébarbatif où on va faire le step by step. C'est pas mal 1 ou 2 fois, mais voilà, il y a une expression beaucoup plus rapide qui est passée par la mode. Avancer en haut à droite, vous avez un petit onglet qui nous permet de faire en 5-6 clics notre guide. Nous avons nos implants. Nos implants, ils sont pour l'instant sous la gencive. Qu'est-ce qu'on va placer? On va placer des bagues. Ces bagues dont je vous montrais tout à l'heure, dans lesquelles vont glisser nos forêts avec les repères pour parfaitement guider comme ceci. On va les placer. Voilà. On va placer la bague de 44, la bague de 45 et la bague de 46. Alors, ces bagues, c'est des bagues qui vont être, en fin de compte, c'est un contour de résine que l'on dessine. Ces bagues sont réellement des bagues en métal que vous achetez directement, moi je les achète chez Dentsply, qui sont collées par le prothésiste à l'intérieur de la résine, dans lequel viennent mettre les bagues coulissantes des forêts. Un élément important à savoir, c'est comment positionner ces bagues par rapport à l'implant. Alors, c'est ce qu'on appelle le décalage ou l'offset. On a un implant que l'on veut poser, dans notre cas, soit 9, soit 6. On a une longueur de guide, de forêt. On a toujours le petit millimètre au bout de l'implant
qui sert à travailler, mais qui ne sert pas à enfouir. Il faut calculer cet offset, c'est le décalage. En fin de compte, c'est la hauteur à laquelle on va positionner la bague pour avoir. Dans le cas d'Astra, les implants sont couplés par 2. 6-8, 9-11, 13-15. Avec un même forêt, je peux poser et du 6 et du 8, ou du 9 et du 11, ou du 13 et du 15. Juste le décalage que l'on va faire va nous permettre de positionner. Si je place un décalage de 10, je vais forer par rapport au haut de ma bague pour mettre un implant de 8 mm. Si je fais un décalage de 12, je mettrai un implant de 6 mm. Et ensuite, on a deux types de bagues. Les bagues ND pour les diamètres 3,6 et 4,2 et les bagues WD pour les 4,8. Si vous posez un implant 5,4, dans ce cas-là, le dernier forêt, je le fais à la main en retirant le guide. Une fois qu'on est au diamètre 4,8, poser un forêt avec l'habitude, ça se fait sans problème. Donc, on va reprendre notre table. Nous avions des implants 3,6 en 9 mm. Il faut que je fasse un décalage de 5,95, une bague de 5,95 et un décalage de 12. Donc, on va retourner sur le Skyplan. Et ici, on a les tubes de guidage. C'est ici. Donc, 5,95, 12. Donc, on va effacer, on va garder le premier. 5,95, 12, on voit ici. Si je veux changer, si j'avais un implant de 6, on voit le tube se décale. Pareil, on va faire le suivant. On peut le décaler. Il monte ou il descend. Donc, on avait 2, 3, 9, 6. 3, 9, 6, 3, 9, 6. On a vu sur l'exemple tout à l'heure. Hop, 3, 9, 6, voilà. Le dernier, nous avons un 6 mm en 4,8. Donc, il faut qu'on ait 6, 65 de diamètre et 12 de décalage. Donc, nous mettons le dernier qui est sélectionné ici. 6,65. Donc, on va élargir le diamètre jusqu'à 6,65. Et nous avons dit un décalage de 12. Un décalage de 12. Voilà. Nos bagues pour le guidage sont positionnés. Nous allons maintenant dessiner le guide proprement dit. Pour dessiner, nous allons passer au panneau de guidage. Il y a différents onglets sur le côté, panneau de guidage, et nous allons choisir le modèle sur lequel on a dessiné. Donc maintenant, nous allons dessiner le modèle proprement dit. Dessiner le modèle proprement dit. Donc, on va utiliser la touche Shift et notre souris. On garde Shift appuyé et nous dessinons. Oups, excusez-moi. Nous allons déjà choisir de tracer la courbe. Hop, un peu vite. Tracer la courbe. On appuie sur la touche Shift et on dessine. Donc, on dessine notre guide. Donc, il faut avoir une bonne stabilité. Donc, on le fait un peu large, pas trop parce que c'est comme encombrant. Voilà. On prend 2 ou 3 dents de chaque côté. Voilà, on dessine. On peut tourner. Voilà. Donc, ces deux-là, le bridge sera déposé. Tout ça, on aura les moignons. On peut modifier la courbe. Une fois qu'on a la courbe, on la synthétise, on évite les petits. Voilà, on peut arrondir tout ça, mais de toute façon, ensuite, nous pouvons encore la retoucher. Voilà, la limite de notre guide, nos tubes, tout ça est prêt. Nous allons créer le guide. Donc, directement, nous créons le guide. Donc là, le logiciel tout seul fabrique le guide en fonction de différents paramètres que nous avons définis. Donc, ça prend quelques instants. Donc, il y a une petite phase d'apprentissage, mais c'est assez logique, c'est cette histoire de décalage entre la bague. Voilà, on retrouve notre guide avec les 3 fûts. Donc là, on l'a posé un peu rapidement, mais de toute façon, les guides s'entrechoquent, c'est pas grave. Il y en a deux types de bagues. On a soit des bagues en O, complètement fermées, soit des bagues en U, légèrement ouvertes. Et dans ce cas-là, on pourrait utiliser une bague en U
pour éviter qu'on ait une interférence à cet endroit-là. Ensuite, moi, comme je travaille avec mon prothésiste, il s'adapte. On peut coller sur une partie et couper. Et comme ça ne nous pose pas de problème. Chose que je fais aussi, je marque toujours le nom du patient sur le guide. Ça permet de ne pas les confondre. Donc là, vous voyez, marqué, il y a une petite zone de texte, on peut le graver. Ça prend quelques instants. Je marque aussi généralement les implants. Voilà, 3,6 x 9, 45, 3,6 x 9 et 46, 4,8 x 6. Voilà. On positionne comme ça. Dans le stress de la pose d'implant, voilà, pour que l'assistante prépare ce qu'il faut. Tout est marqué. Et puis comme ça, le prothésiste, quand il voit les diamètres des implants, il sait si on est en NP ou WP. Donc comme je vous disais, c'est une bonne relation avec lui pour voir tout ça. Donc on a aussi des outils pour brosser, enlever, donc toujours la touche Shift. Là, on peut effacer si on trouve que les angles trop pointus. Voilà, on a mis un petit artefact, mais ça, c'est soit retirer un coup de fraise résine par le prothésiste, ou on peut prendre un peu de temps pour utiliser ceci. Une fois qu'on est là, grâce à Bootstrap Plan, on achète des crédits via PayPal. Ça revient à 10-12 € le crédit pour exporter ce fichier en fichier STL utilisable soit pour une imprimante 3D, ce que va nous montrer le docteur Joubeau au cabinet, soit envoyé par mail au prothésiste qui, lui, va utiliser ce STL. Donc, on enregistre le guide et on l'exporte et on en a la copie 3D qui est ici. Donc, ça prend un petit peu de temps à préparer, mais avec un peu d'expérience, au bout d'une dizaine de cas, l'ensemble peut être fait en un quart d'heure. Hein. Vous avez vu, on a mis un quart d'heure là pour... Et on retrouve le guide avec nos 3 implants, nos appuis postérieurs, antérieurs, le nom du patient. Ça a été exporté au prothésiste qui nous a fabriqué en retour, si vous le voyez, ce petit guide ici même. Voilà, une fois les implants posés, nous nous retrouvons dans cette position-là. Voilà, la conception du guide, comme je vous ai montré en direct, le guide en lui-même, sous différents angles. Donc, c'est traité, donc il y a une première polymérisation, post-polymérisation. Pour plus d'exemples, pour plus de questions sur ce sujet-là, Emmanuel Lambert est venu, il est à côté de moi, il pourra répondre à vos questions. C'est toute la partie labo. Moi, je trouve qu'on fait notre partie chirurgicale, notre première de visualisation, conceptualisation, lui, il va faire la partie prothétique. Et on a la pose après, donc chacun son domaine. Les 3 implants posés, on remet le bridge provisoire et on laisse recicatriser 3 mois. À la suite de quoi on réalise les empreintes, donc avec les scan body. On fait une première empreinte pour avoir l'émergence des implants ici. Et on surajoute à ces empreintes les scan body. Et on envoie tout ça au prothésiste. Le prothésiste, lui, de son côté, on travaille donc avec Atlantis, Dentsply, avec les piliers. Donc, le prothésiste match nos scan body avec les implants et c'est envoyé chez Atlantis qui conçoit les piliers. Les piliers qui sont ensuite validés par le prothésiste. Et on a mis au point un système où Atlantis va fabriquer les piliers que l'on voit ici et envoie le fichier numérique au prothésiste. Et le prothésiste, de son côté, en parallèle, en même temps, lui, il a additionné les piliers, donc les dossiers qu'il a reçus depuis Dentsply sur ce logiciel de conception. Et il conçoit en parallèle, donc il n'a pas encore les piliers, il a uniquement les données numériques, il conçoit les couronnes. Donc on a mis 2 couronnes sur dents
naturelles en 43, en 47 et 3 couronnes transvissées. Donc on voit les émergences ici. Et donc on les conçoit en parallèle. Donc il usine en tout cérame et on reçoit les piliers en titane nitrevé de l'autre côté de Dentsply. C'est collé hors bouche par le prothésiste et puis il ne reste plus qu'à déposer et visser les implants. Et on retrouve nos petits éléments ici. Donc on a notre couronne sur dent naturelle, nos 3 implants et la dent naturelle. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, j'espère d'avoir été assez clair. Voilà, c'était un peu rapide, mais il y a une petite prise en main à faire. Mais pour un optométricien comme moi, ça me permet, de poser des implants que parfois j'adressais avant. Ça permet de poser plus d'implants en même temps. On peut poser à droite et à gauche un seul temps opératoire, plus facile pour le patient. Ça permet de se rassurer au niveau des éléments anatomiques. Ça permet d'avoir une prothèse plus précise parce que l'apport de la caméra, donc moi j'ai la CS 3600, l'apport de la caméra a été un réel gap dans mon activité au niveau de la qualité des prothèses, une adaptation incroyable de tous les éléments, que ce soit inlay, couronne, bridge, couronne sur implant. Donc ce matching de tout cet univers numérique a été un gain en précision, un gain en qualité et un gain pour les patients parce qu'ils sont vraiment ravis de tout ce process. Donc voilà, je vous remercie. Merci, docteur Rousseret. Peut-être une question. Quel est, à votre avis, l'intérêt d'avoir à l'intérieur du logiciel 3D Carstream la fusion du volume CodeBeam avec l'empreinte optique? Là, on a vu, j'insiste là-dessus, qu'on était dans le logiciel d'imagerie, Carstream en l'occurrence. Vous avez pointé l'icône Blue Sky Plan. On est vraiment dans l'intégration ouverte, libre, dont on parlait tout à l'heure. Quel est ce rapport? Alors exactement, c'est vrai que je suis équipé de tout l'univers Carstream. L'avantage, c'est que tout se parle, que ce soit l'imagerie, 3D, 2D, l'empreinte, et tout se parle et tout est connecté facilement en un clic. Vous n'avez pas à exporter, ouvrir un autre logiciel, pas sûr que ça marche, les reconnaissances. Là, vous prenez votre empreinte et elle est directement disponible dans le CS 3D. Donc, ça permet vraiment, tout est stocké au même endroit. Tous les dossiers se parlent et en un clic, vous avez votre empreinte. En un clic, avec le Blue Sky Plan, vous avez votre imagerie pour le guide. Donc, tout se parle. Il y a très peu de manipulation informatique. Il ne faut pas être un geek en disant j'exporte, je transforme. Non, vous cliquez, ça se transforme, ça part tout seul et ça ouvre. Et la mise en place est très simple. On a vu ça avec Numerix. Ça se passe vraiment très bien. Je crois que l'icône de superposition est une option lorsqu'on achète l'empreinte, mais ça marche vraiment très bien et c'est vraiment très qualitatif. Donc là, on a une question. Je vais peut-être passer une ou deux questions, puis ensuite on va suivre la chaîne de travail parce que sinon on va déroger donc à la petite méthodologie qu'on s'était mise en place. Donc docteur MV, je ne le cite pas, qui pose la question coller en bouche, point d'interrogation. Alors oui, on peut. Là, j'ai fait de la transvissée, mais on peut faire de la scellée ou de la coller sans problème. Pareil, on prend notre empreinte, on envoie au prothésiste le scan body, les références, il envoie à Atlantis qui fabrique le pilier en titane nitrevé, le fichier numérique est transféré chez le prothésiste qui lui conçoit sa couronne lorsque les questions d'axe ou de choix prothétique de faire du scellé s'imposent. Nous avons les deux éléments, nous vissons notre pilier et nous scellons notre couronne de manière conventionnelle.
Les deux sont tout à fait possibles et je fais les deux suivant l'axe, suivant le cas clinique. Alors j'ai vu une question, pourquoi ce workshop virtuel alors que le bridge provisoire est parfait? Oui, c'est parce que je montre toute la démarche. Parfois, je n'ai pas le bridge provisoire en bouche sur des endédentements où il y en a deux en postérieur, où je ne fais pas de bridge provisoire. Donc, j'ai systématisé de mettre en place ce workshop numérique. Quelle coupe de scanner logiciel? Le scanner, c'est le Carestream et le logiciel, c'est le 3D, c'est le CS 3D. J'essaye de relire les questions. Une question concernant... Ah oui, sur les points de contact. Alors, les points de contact, avec mon prothésiste, on a très rarement des problèmes. Parfois, je dois retoucher légèrement, mais vraiment de manière négligeable. C'est collé au laboratoire. Je crois que c'est collé au multilink. Il me confirme. Non, il n'y a pas de problème de contact. Pourquoi avoir choisi Blue Sky Plan? Parce que c'est intégré directement au logiciel. Je suis passé à l'ADF pour la caméra et c'est un peu ce qui m'a fait déclencher l'achat de la caméra parce que ça allie et le côté chirurgical et le côté prothétique. C'est vrai que cette caméra est très réputée pour le côté prothétique. Et là, ça allie les deux. J'ai mon associé qui est implantologue exclusif et c'est vrai que ça nous permettait de lier tout ça de manière plus simple. Voilà. Et c'est vrai que cette caméra peut servir et pour les implants, mais une fois on pourra parler de la prothèse où on peut arriver, je suis arrivé assez rapidement à prendre 14 dents d'un coup en surélévation. Le logiciel est bien fait et ça se passe très très bien. Oui, vous prenez votre empreinte, vous laissez sur le côté les bridges provisoires, vous prenez juste à l'intérieur et les deux modèles ne se mordent pas et l'occlusion est parfaite sur 14 dents. C'est assez incroyable cette caméra. Merci, docteur Ronceret. On enchaîne avec docteur Joubeau. OK. Je vous laisse continuer. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien. Alors, on va passer donc à la réalisation du guide. Donc, on va prendre juste la suite de la présentation qu'on vient de voir. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Donc, on va passer à l'impression 3D. L'impression 3D, elle peut se faire effectivement, elle peut être déléguée au prothésiste. C'est vrai que c'est un travail de prothèse. Personnellement, moi, je la fais à mon cabinet. Et c'est même d'ailleurs ça qui m'a amené à acheter la caméra 3D. L'intérêt, comme il s'agit d'une chaîne, je trouvais ça intéressant de pouvoir maîtriser chaque maillon de la chaîne à partir du moment où on fait la conception, la planification, et on va aller jusqu'à la création du guide. Ça a des raisons pratiques aussi parce que voilà, on l'a au cabinet, ça peut être sorti assez rapidement, voilà, sans avoir un intermédiaire supplémentaire. Le guide qu'on a vu, il est réalisé donc dans une imprimante 3D qui fonctionne sur le principe de la stéréolithographie. Donc le principe est que l'élément va tremper dans un bain de résine et qu'ensuite il y a un faisceau laser qui va venir dessiner sur une plaque. Le faisceau laser par en dessous, au travers de la résine liquide, va venir dessiner des contours et donc faire polymériser de façon très précise, point par point et sur différentes couches successives, les éléments. Et petit à petit, donc le travail va se réaliser, le plateau va monter et couche par couche, la pièce va
se construire. Alors vous allez comprendre un petit peu mieux après sur les dessins quand on va le faire, en direct. L'appareil dont je dispose, moi, c'est une forme lab, c'est la forme 2. Maintenant, il existe un modèle plus évolué, la 3. Donc, ça se fait dans une enceinte à l'abri de la lumière. Le fameux plateau est ici, donc il monte et il descend. Et le bac qui contient la résine est ici. Et donc, le plateau va descendre, venir s'immerger dans la résine, et il y a un faisceau laser qui part en dessous, va venir voilà, dessiner les contours qui sont à imprimer. Une fois les éléments réalisés, donc on voit le bac ici, si on voit d'un petit peu plus près, notre plateau il est remonté en position 0, et là on a 2 guides voilà, qui viennent juste d'être faits. On voit que la résine liquide goûte un petit peu, donc il y a une partie de résine non polymérisée qui reste en surface. Et c'est ce qui implique que le guide ne peut pas être utilisé immédiatement à la sortie de l'imprimante, mais il va nécessiter de subir un post-traitement. Premier traitement qui va être une immersion dans de l'alcool pour venir solubiliser toute la résine qui n'est pas polymérisée. Et un deuxième traitement qui est une post-polymérisation qui va permettre de durcir le travail qui est obtenu. Donc, c'est une lumière comme pour polymériser les composites qu'on connaît. Donc, le premier bain se fait dans cet appareil qui est une cuve qui contient de l'alcool, et il y a euh, un volant qui va agiter la solution pour la répartir. Donc le temps est de 30 minutes d'immersion, mais tout ça c'est réglable en fonction des résines. Une fois que l'action est réalisée, pareil, le plateau va remonter et on va pouvoir placer les éléments qu'on va détacher de du plateau, et on le positionne dans cette cuve avec des miroirs, avec une certaine température, et on va euh, faire agir la lumière sur la pièce de façon à finir la polymérisation. Alors, vous remarquez que la pièce est montée sur des comme un petit échafaudage, et on va comprendre pourquoi. On va passer à la réalisation du guide, justement. Alors, je vais être obligé de changer d'écran. Voilà. Donc, il existe un logiciel qui s'appelle Preform qui va permettre donc de traiter le fichier STL qui est sorti de Blue Sky Plan, où le guide a déjà été mobile. Tout le monde voit bien? Très bien. Ouais. Donc, ce logiciel Preform, donc, il va nous indiquer en ouverture sur quel type d'imprimante on va travailler, quel type de résine on va utiliser. Donc, en l'occurrence, ça c'est la dentale SG. Il faut savoir que voilà, l'imprimante reconnaît la cartouche, reconnaît également le réservoir, c'est-à-dire la cuve dans laquelle la résine se situe, la résine liquide. Tous ces éléments, ils ont une puce, et on ne peut pas placer l'un à la place de l'autre. Enfin, tout est de façon à éviter d'avoir des erreurs de mélange de résine ou des erreurs dont on ne s'apercevrait pas. Donc, on va appliquer, on va ouvrir, et le fichier STL qu'on avait reçu, on l'importe au niveau du logiciel Preform. Le logiciel Preform, il va matérialiser la cuve de l'imprimante 3D, et l'élément carré que l'on voit ici représente les dimensions du plateau. Donc le guide l'image du guide arrive brute, telle qu'elle est là, et pour pouvoir être imprimée, il va falloir préparer et l'installer. Donc, dans un premier temps, on va l'orienter par rapport au plateau. Il faut que le guide soit imprimé dans un certain sens, de façon à ce que les tiges de support
n'interfère pas avec l'intrado. La partie importante du guide, en fait, est l'intrado qu'on voit ici. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait d'éléments qu'on ait à corriger. On ne doit pas avoir à rectifier cette partie-là qui est l'intrado. Les parties que vous voyez en rouge sont matérialisées par le logiciel qui nous indique que si on veut imprimer le guide tel qu'il est là, les parties en rouge sortiront avec des défauts. Donc on va orienter notre guide par rapport au plateau et on va choisir déjà de le changer de sens de façon à ce que l'intrado du guide euh, se retrouve dos au plateau et face à la cuve de résine. Donc, alors bon, c'est un peu bizarrement fait, mais dans le logiciel, en fait, le plateau est présenté à l'envers par rapport à l'imprimante que je vous ai montré tout à l'heure. À savoir qu'il normalement, la face du plateau regarde vers le bas. Là, la face du plateau dans le logiciel regarde vers le haut. Donc, on installe notre guide. On voit toujours apparaître des pièces, des parties qui sont en rouge, donc qui sortiront avec des défauts à l'impression si on les laisse telles que. Donc, notre orientation est satisfaisante. On va maintenant élaborer les tiges de support qui vont permettre de faire la construction du guide de façon à ce qu'il s'imprime sans anomalie, sans défaut. Ça se génère maintenant automatiquement. On n'a rien à choisir, on va laisser tourner et la machine va d'elle-même placer les supports aux endroits les plus opportuns avec une certaine densité qu'on peut modifier et une taille de ces petites tiges de support que l'on voit là, une taille définie également, mais qu'on peut modifier. À l'usage, en fait, la machine fait ça très très bien et on n'a maintenant plus vraiment d'intérêt à essayer de modifier ça. Sauf sur un seul élément, c'est au niveau des tubes de guidage. Il ne faut pas que ces éléments-là qu'on va devoir couper ensuite, une fois que le guide sera réalisé, puisqu'il faut l'éliminer pour pouvoir utiliser le guide, il faut éliminer ces tiges, donc on va devoir les couper et il restera toujours des petits défauts, des choses à ébarber et qui pourraient gêner au niveau du diamètre du tube de guidage qui doit avoir des dimensions qui sont très précises. Donc pour ça, il y a une vérification à faire. Donc on va cliquer sur modifier. Voilà, et le logiciel, il va nous indiquer tous les points d'impact des petites tiges de support. Et on va essayer de déplacer, voilà, les impacts des tiges de support de façon à ce qu'elles n'interfèrent pas avec l'intrado. Alors, vous voyez, par contre, si je déplace celui-là, on risque d'avoir un défaut. Donc voilà, il faut quand même que j'arrive à le replacer. Ici, ça risque de poser problème aussi, donc on va le supprimer. Et on va voir si ça nous gêne ou pas. Voilà, on va essayer de les écarter le plus possible de l'intrado des tiges de guidage, des trous de guidage. Hop, attendez, hop. On va y arriver. Voilà. Voilà. Celle-ci non plus. Celle-ci un peu risquée. Ici aussi. Ici aussi. Voilà. Une dernière ici. Voilà. Donc, a priori, ça devrait être bon. On va vérifier, on va faire appliquer. Voilà. Donc, le logiciel a replacé les tiges de support comme on souhaitait et on voit que là, on nous valide que le guide sera bien imprimable. Ben voilà, c'est prêt. Donc ensuite, on peut lancer l'impression. Donc on valide encore qu'il s'agit bien de la bonne imprimante. Donc le logiciel va envoyer directement l'imprimante, soit par le réseau, soit même par Wi-Fi.
On va charger l'impression et ensuite, il suffit d'appuyer sur un bouton sur l'imprimante pour lancer, l'impression qui se fait automatiquement. On peut suivre en ligne, l'avancement de l'impression et on a un SMS qui vous indique, une fois que l'impression est terminée, donc même de chez vous, vous savez que l'impression s'est bien déroulée et on n'est pas obligé de rester devant l'imprimante pour voir si ça se déroule bien. Voilà. Extrêmement intéressant, docteur Joubeau, docteur Ronceray. Donc là, on a vu une chaîne à 3 parties, l'apport de 3D, le flux avec la caméra d'empreinte, la modélisation du guide et docteur Joubeau, la préparation vers l'impression 3D. On enchaîne avec Florian et son équipe qui vont faire un focus sur l'impression 3D, la synthèse des apports et les avancées des dernières versions de l'impression 3D. Oui, en tout cas, merci, Dr Ronceray, Dr Joubeau, pour cette explication détaillée de votre mode de travail. Je vois effectivement que vous manipulez très bien les logiciels, vous avez bien pris en main ces éléments-là, c'est devenu naturel, et merci de nous l'avoir partagé. Alors, c'est vrai que vous êtes dans un secteur où c'est très intéressant. Moi, je viens d'un secteur qui est plus du domaine de l'industrie, et on voit que c'est une des technologies que vous avez vraiment intégrées dans vos modes de travail. Et du coup, que ce soit le scan, que ce soit la modélisation 3D et cette dernière partie de fabrication, ce sont des éléments que vous avez adoptés dans la profession dentaire, et c'est vraiment très intéressant d'avoir votre retour. Alors, l'impression 3D, ça a été très bien expliqué, Dr Joubeau, sur le procédé de fabrication. Hein, c'est cette mode de travail par rajout de matière. C'est là où c'est intéressant, puisque ça va nous permettre de produire le bon produit avec la bonne quantité de matière, répondant bien à la demande de départ. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On n'a pas de déchets. C'est ça qui est, je trouve, comparable à d'autres techniques d'usinage, etc. On a vraiment le produit qui sort directement prêt pour l'application. Et du coup, c'est ce qui explique aussi que la technologie d'impression 3D est adoptée à la fois dans les cabinets dentaires, historiquement dans les laboratoires. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est externe. Là, vous l'avez carrément intégré dans votre mode de travail. C'est très enrichissant. Et on voit que ça, finalement, ça contamine encore d'autres professions, puisque dans le domaine de l'orthodontie également, enfin voilà, le secteur dentaire s'est approprié cette technologie de manière très naturelle. Et on voit que de côté effectivement de l'offre des procédés, il y a aussi tout un effort qui est fait pour simplifier la démarche. Et là, on l'a vu à travers les logiciels que vous avez présentés. Et les applications sont multiples. Parfois à une étape, lorsqu'on a besoin d'une empreinte, d'un modèle, donc là, passer d'une empreinte dentaire qui est numérique, on va pouvoir retrouver la fabrication d'une empreinte, soit en externe, soit directement dans les cabinets. Et aussi sur des applications peut-être plus spécifiques, là on l'a vu avec des guides chirurgicaux, qui ont aussi font appel à des matériaux spécifiques. La mise en bouche n'est pas anodine, donc effectivement, il y a des matériaux biocompatibles qui demandent de respecter un process de nettoyage, on l'a bien vu avec le docteur Joubeau. On va aussi vers des applications encore plus avancées, et les choses évoluent parce qu'il y a une vraie demande, je pense, de la part des praticiens et de faire évoluer la pratique, de voir aussi que ça a un apport pour les patients. Vous gagnez du temps, vous gagnez effectivement on perçoit mieux peut-être les choses en maîtrisant ces aspects-là. Et on va maintenant sur de la restauration temporaire, et on s'approche même de résine qui permet de faire de la définitive. Voilà, donc c'est intéressant de voir cette évolution, qui a aussi un développement des matériaux disponibles et un travail qui est fait pour rendre accessible cette technologie qui était un petit peu éloignée des cabinets. Alors là, pour rappeler, c'est vrai qu'on l'a vu, on a vraiment, là c'était pour clôturer, on a vu toute l'étape, et là on est avec le patient, avec le produit qui va permettre, j'imagine, de simplifier un peu aussi le travail que vous réalisez en cabinet. On a vu toute cette chaîne, et pour peut-être la synthétiser un petit peu, on a vraiment cette étape de scan. C'est vrai que maintenant, vous êtes de plus en plus équipés par ces scans en bouche, qui va permettre effectivement de récupérer et de retravailler directement en conception. On a vu avec le docteur Ronceray toutes ces étapes qui va permettre de planifier votre intervention. Et la phase de fabrication qui peut être
internalisée par aussi une simplification qui est faite par le choix des imprimantes qu'on trouve aujourd'hui. Alors, du coup, on l'a découvert, on l'avait évoqué, Dr Jouveau, c'est une fois que c'est fabriqué, il y a encore des étapes. Il y a vraiment cette phase de post-traitement. On voit la matière brute sortir de machine. Il y a un temps de nettoyage, il y a un temps de finition. Vous avez évoqué des supports qu'il faudra peut-être nettoyer pour éviter une gêne ou que ce soit effectivement sur un tas de surface parfait. Et puis, vous l'avez peut-être pas forcément trop abordé, mais il y a une étape, je pense aussi, de stérilisation qui fait que on a un produit, un dispositif médical, enfin un dispositif qui va respecter effectivement toutes ces normes. Florian, il y a notamment deux questions qui sont relatives au thème que tu abordes là. Quel est le temps d'impression? Docteur Jouveau, peut-être répondre à une question d'un de nos praticiens. La question qui était posée, c'est le temps d'impression environ. Ouais, je dirais 1h30 à peu près. Au niveau de l'impression, en comptant le post-traitement ou sans le post-traitement? Non, sans le post-traitement. Il y aura 1h30 d'impression, après 30 minutes d'immersion et 60 minutes, enfin, moi ce que je fais au cabinet, 60 minutes de polymérisation. Alors, tout à fait, c'est vrai que... Non, je vous laisse allez-y. C'est intéressant de voir, de faire le calcul effectivement pour une pièce. Il y a aussi une logique, je pense à un moment donné, de pouvoir lancer plusieurs pièces. Vous l'avez montré sur une de vos présentations. Ouais, idéalement, on va peut-être cumuler un petit peu, puisqu'effectivement, il y a un temps de fabrication qui est un temps, on va dire, un peu off, puisqu'on n'est pas derrière la machine, vous l'avez évoqué. Mais par contre, il y a un temps humain. Il va falloir préparer la pièce jusqu'à effectivement à ce qu'elle soit utilisable. Et ça, c'est vrai que c'est un temps qui, lui, est incompressible. Il faut quelqu'un pour s'en occuper. Donc, c'est vrai que si on fait pièce par pièce, ça peut être effectivement long, puisque le temps de nettoyage est le même pour une pièce dans le bac de nettoyage que pour 8 modèles. Alors, sur un plateau, on peut mettre un guide ou un modèle. Pour comparer un peu une idée, mais si on peut mettre à peu près 8 modèles sur un plateau qu'on a évoqué, à peu près 15 cm, et du coup, le temps cumulé, on parlera de 9 heures d'impression. Mais divisé par le nombre de modèles, on descend à presque 1 heure et demie par pièce. Donc, il y a une logique aussi de pouvoir mettre plusieurs choses sur le plateau en termes d'organisation de travail. Ça va demander, j'imagine aussi, et ça a dû vous demander des adaptations, aussi de repenser un peu ce flux de travail avec votre équipe. Mais oui, mais voilà, on n'a pas parlé du temps gagné en chirurgie, qui est difficile à mesurer, mais c'est énorme, hein, par rapport à la vérification des axes, tous les problèmes de parallaxe qu'on peut avoir lorsqu'on travaille en bouche. Là, on se pose plus de questions et il arrive souvent même que on met en place avec le guide et quand on voit l'angulation, on se dit oh là là, j'aurais jamais fait comme ça. Et le résultat à la radio de vérification, il est juste superbe parce que ça change notre façon de voir et on se rend compte qu'en fait notre axe de vision en bouche, il est décalé et on n'est jamais dans le bon axe de l'implant. Donc là, le guide, pour ça, il sécurise énormément et il fait gagner un temps, mais un temps considérable de tout ce temps d'adaptation, de préparation, de vérification des axes qu'on a plus. Je suis Donc, tout à fait d'accord avec... ce temps-là, il est précieux, il est incalculable. Et la sécurité. Enfin, je pense qu'Emmanuel sera d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Je suis tout à fait avec vous. C'est-à-dire qu'on passe un quart d'heure, 20 minutes et une demi-heure à poser nos implants numériques, concevoir notre guide, discuter avec le prothésiste. Mais une fois qu'on est en bouche, alors de plus en plus, j'essaye de faire même plus de lambeaux quand la gencive le permet. Et là, c'est complètement bluffant. C'est-à-dire que vous mettez dans la boîte, vous faites votre punch, vous posez. Vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait, je suis où, c'est pas possible. Alors vous essayez de regarder à la sonde et vous êtes dans l'axe parfait et c'est une telle sécurité quand il y a un sinus un peu proche qu'il faut une 5 par exemple, vous posez une 5 maxillaire, vous avez la prédominance du sinus
et vous dites je ne vais pas lui faire un comblement de sinus, je vais l'orienter de 10 degrés pour sortir comme ça, et c'est parfait, quoi. Et donc, tout le temps préparatoire vous fait gagner une sécurité et du temps au moment de l'intervention. L'intervention, c'est votre geste clinique, mais vous pouvez vous concentrer sur autre chose que sur l'axe et sur la profondeur. La profondeur, elle arrive en butée, poum, vous savez que vous n'êtes pas dans le nerf, pas dans le sinus, et vous êtes bien. C'est très intéressant de voir effectivement cet aspect-là de gain de temps final, malgré effectivement l'ajout d'une étape pour vous et de la prise en compte de technologie. Du coup, il y avait une deuxième question peut-être, Michel, tu évoquais 2 questions. Une question du docteur RM. Plusieurs résines disponibles, est-ce galère? Donc là, c'est plutôt une question relative à la manipulation de l'imprimante 3D. Est-ce galère de changer d'une résine à l'autre? Manutention, nettoyage. Alors, du coup, je vais me remettre sur une page où on voit les machines pour qu'on voit un peu l'écosystème. Alors, je dirais que selon les technologies qu'on utilise, ça peut être plus ou moins complexe. Nous, on a fait le choix en discutant avec Michel et avec Numerix, c'était de trouver quelle était aujourd'hui l'offre qui permettait de faire ça de manière relativement simple. Et je vois que le docteur Joubeau a opté pour cette solution. C'est intéressant, c'est de dire que voilà, il y a de tout. Là, il y a des machines qui s'approchent de ce qu'on appelle le plug and play. Hein. C'est vrai que c'est ce qu'on recherche tous. C'est quelque chose qui doit être relativement simple à prendre en compte. Alors, c'est tout un ensemble. Il y a le logiciel de préparation, on a vu les supports. C'est relativement ergonomique, c'est assez ludique à mettre en œuvre. Après, côté machine, les choses ont été sécurisées. C'est-à-dire qu'il y a une résine qui est mise dans une cartouche. On ne manipule pas la résine directement, elle est protégée. Cette résine, elle est qualifiée, elle est déjà prête. Si vous utilisez, là, on évoquait la SG, c'est Surgical Guide, c'est fait pour des guides chirurgicaux où vous n'avez pas de paramètres à rentrer. Ça a été défini, ça a été validé. C'est-à-dire que vous mettez votre cartouche, vous avez un plateau qui est dédié, on voit un plateau dans lequel la résine est stockée, eh bien, c'est tout mis en place. Lorsque vous devez changer de résine, admettons, justement, vous avez des modèles à imprimer et des guides chirurgicaux, eh bien, vous allez pouvoir changer facilement d'une résine à une autre en retirant le plateau, en le mettant dans une boîte de protection et en mettant un autre plateau et une autre cartouche. C'est quelque part quelque chose d'interchangeable. Voilà. L'imprimante, on n'a pas à purger, à vider des… Non, il n'y a pas de purge et l'idée, c'est tout a été pensé pour fiabiliser et éviter la manipulation. On voit, ce sont des résines, hein, ce n'est pas forcément quelque chose de très propre. Voilà, on a quelque chose dans lequel on ne va pas mettre les mains dedans. C'est ça. Là, on va vraiment faire en sorte de le toucher le moins possible. Lorsqu'on sort un plateau d'impression, on vous l'avait montré sur les photos, il va être directement positionné sans avoir à toucher les pièces dans un bac de nettoyage. Et une fois qu'elles sont nettoyées, on touche les pièces. C'est vraiment tout un process. On le voit sur l'image. On a la machine avec sa cartouche de consommable, son plateau. Le plateau est retiré et mis dans la machine suivante pour nettoyer et dans la dernière machine pour post-traiter, c'est-à-dire terminer ce qu'on appelle la cuisson de la pièce pour qu'elle réponde aux caractéristiques attendues. Voilà. Donc, c'est vraiment 3 étapes. C'est ce qu'on appelle vraiment l'écosystème. Même on dirait même 5 étapes avec la partie logicielle qui est juste en amont. Donc ça, voilà, tout est pensé pour un peu simplifier les choses. Bon, après, voilà, ça fait partie des marques qui ont joué le jeu et qui, je pense, ont été attentifs à la demande justement de l'utilisateur de dire on n'est pas là pour jouer sur tous les paramètres, on veut quelque chose qui soit calibré et qui roule en quelque sorte. Voilà, il va être posé en bouche, hein, donc contact muqueuse. Il faut qu'il respecte un post-traitement pour respecter ce process de biocompatibilité. Ça. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait utiliser n'importe quelle résine ou est-ce qu'il faut utiliser une résine spéciale? Est-ce qu'on est obligé de respecter ce process pour rendre le guide biocompatible, hein, qu'en est-il en fait? Bien entendu, il y a un process à respecter. Lorsqu'on travaille avec une résine biocompatible, on va dédier effectivement son équipement sur toute sa chaîne, tous les appareils qu'on voit, à justement cette biocompatibilité. Il faut qu'il y ait toute une chaîne qui soit respectée. On ne va pas utiliser différentes résines dans la zone de nettoyage.
Si je nettoie une résine, elle sera nettoyée toujours avec la même machine, avec le même produit, voilà, pour éviter de la contamination de résines différentes ou d'éléments extérieurs. Donc, c'est vraiment un process qui est indiqué. Alors, il y a un temps, effectivement, de prise en compte de cet aspect-là. Et ça fait partie, effectivement, des formations indispensables pour commencer. Une machine, quand elle arrive, il y a une mise en service, une formation, une explication, un travail sur tout ce process qui est mis en place. Je récupère un fichier 3D, comment je le prépare, comment je le positionne sur mon plateau, est-ce que j'ai plusieurs pièces à mettre sur mon plateau, comment je m'en occupe, comment je nettoie dans les règles de l'art pour effectivement, puisque quand c'est maîtrisé par un laboratoire de protège, je dirais qu'on n'a pas leur regard dessus, c'est quelque chose, c'est leur métier, c'est vrai qu'ils vont respecter tous ces process. Quand ça rentre, je dirais, dans le cabinet, et là, on a un exemple, effectivement, le docteur Joubeau qui a pris en compte cette technologie-là, effectivement, c'est aussi peut-être un apprentissage de cette chaîne de la biocompatibilité, cette chaîne de travail. Docteur Joubeau, docteur Mousseret, est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez ajouter ou des précisions, des commentaires, Non, moi je voudrais juste dire, voilà, ça peut paraître un peu compliqué, ces différentes choses. On peut y aller en step by step via l'imagerie 3D, premièrement, la caméra pour les parties simples de prothèse conjointe. Et ensuite, assez rapidement, surtout si on a des logiciels qui sont dédiés. Là, j'ai revu les questions qui disaient oui, ça peut être possible avec un fichier STL qu'on importe. Le flux numérique que j'ai, c'est que tout est intégré dans le même logiciel, sur la même plateforme. Et c'est vraiment beaucoup plus simple. Il y a la question, et c'est une question du coût là, qui vient d'être abordée. Moi, par exemple, comme je vous disais, j'ai 11-12 € de conception via Blue Sky Plan qui prennent pour l'exportation depuis leur logiciel en fichier STL que j'ai envoyé au docteur Joubeau pour synthétiser. Et le prothésiste me prend une 60aine d'euros pour l'impression de mon guide, auquel il faut ajouter, je crois que c'est de l'ordre de 5 € par bague. Les petites bagues Densefly, là, je crois que c'est 5 € l'unité. Donc, grosso modo, sur un guide comme ça, 15, 75, allez, à 90 €, j'ai un guide pour mes 3 implants. Donc, voilà, pour une question de coût, via ma chaîne d'utilisation. Donc, il faut se lancer. Ça paraît compliqué, mais il faut être rigoureux et ça facilite grandement les choses. Et on est surpris de la précision et de la qualité qu'on apporte à nos patients. Parce que le but ultime, c'est ça, c'est que les patients soient contents, la reproductibilité, la sécurité et d'être content de soi-même et content de son travail. Florian, est-ce que tu veux compléter, ajouter un point concernant l'impression 3D ? A priori, effectivement, ça a été bien évoqué et c'est vrai qu'on a vu tous les différents aspects par rapport à ça. On l'a un petit peu rappelé, mais effectivement, c'est aussi quand ça rentre dans un cabinet, c'est un temps un petit peu de formation. C'est comme disait le docteur Rontré, c'est un petit temps d'adaptation, de formation, mais une fois que les choses sont mises en place, c'est quelque chose qui est rodé. C'est des process de travail qui vont un peu s'adapter à un peu la volumétrie du cabinet aux besoins. Et puis après, une fois que c'est mis en place et c'est expliqué et que l'équipe est formée, je dirais que c'est quelque chose effectivement qui est vraiment rentré dans les mœurs en quelque sorte. Donc le web atelier s'achève. Donc nous allons clore donc cet atelier. Merci aux participants, merci à chacun, merci au docteur Ronceray, docteur Joubeau. Un grand merci. C'est extrêmement intéressant de faire un focus sur votre quotidien. À bientôt en face à face, comme on dit, en présentiel. Donc, le présentiel devient un concept. Espérons que tout va rentrer dans l'ordre, hein, si je puis dire, et qu'on aura l'occasion de se revoir dans le cadre d'un atelier du numérique. En attendant, nous allons peut-être continuer les web ateliers du numérique sur des thématiques
Voilà, donc on attend vos thèmes de prédilection. On espère que ça vous a donné envie d'aller encore plus loin. Nous, ça nous donne envie d'aller encore plus loin. Et c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché de F3DL, justement, qui sont des professionnels dans le domaine de l'impression 3D. Donc, notre but, c'est de créer des synergies parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le numérique, on essaye de le simplifier avec des constructeurs novateurs comme Carstream. Et nous souhaitons et nous avons la décision de continuer à être très, très proche de ce constructeur dans la mesure où il développe non seulement des produits, des 3D, des caméras d'empreinte dont on a aujourd'hui eu un compte rendu, on va dire, de satisfaction, mais tout évolue, tout se perfectionne, on est tous dans un schéma de progression. Et la progression, c'est cette intégration ouverte, matériel, se combiner, j'allais dire, j'aime bien ce mot de combiner, le numérique c'est un combiné de matériel, de logiciel et surtout, il nous semble, de services de formation, d'accompagnement et d'échange entre confrères.